Non? Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, au Soudan, il y a 2 ans, les femmes étaient au cœur de la révolution. Aujourd'hui, elles souhaitent conquérir davantage de droits, d'égalité et de liberté. Notre invitée est à l'origine d'une initiative ouverte à tous les afro-optimistes. Cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique, Amina Zarnouf nous expliquera comment elle entend faire bouger les lignes avec d'autres jeunes engagés. Après Hollywood, Bollywood et Nollywood, voici Kollywood. L'industrie du cinéma est en plein essor au Cameroun. En 2019, lors de la révolution au Soudan qui aboutit à la chute d'Omar el-Béchir, les femmes étaient en première ligne. Elles réclamaient plus de démocratie, mais aussi plus d'égalité avec les hommes. 2 ans plus tard, certaines avancées ont été obtenues, mais elles continuent leur lutte pour faire entendre leur voix. C'est un reportage d'Élodie Cousin et Bastien Renouille. La journée des NAS commence par un acte a priori anodin. Mais faire du vélo au Soudan lorsque l'on est une femme reste une démarche militante. Depuis 2019, la loi sur l'ordre moral et public qui réglementait les faits et gestes des femmes a été abrogée. Mais le regard de la société pèse toujours très lourd. Il est possible de faire du vélo en pantalon et même avec des vêtements de sport. Mais socialement parlant, cela reste un problème. Quand on va dans certains endroits, des lieux publics ou des quartiers peuplés de gens très conservateurs, on ne peut pas s'habiller comme si l'on était ici, en plein centre de Khartoum. Malgré des progrès ces derniers mois, comme l'interdiction des mutilations génitales, les femmes doivent encore affronter de nombreux obstacles. Wahad Bajat est au cœur d'un procès qui fait beaucoup de bruit. Le 8 novembre, Wahad est harcelée dans une station-service par un policier. Elle résiste et diffuse une vidéo en direct. Le policier n'apprécie pas qu'elle lui tienne tête et l'emmène au poste. Elle risque 1 an de prison pour agression et trouble à l'ordre public. Quand cet incident a eu lieu, je n'imaginais même pas que ce genre de choses pouvait encore arriver, aujourd'hui, après la Révolution. Nous n'avons pas de commission pour les droits des femmes. Nous n'avons pas de loi claire qui soutienne les droits des femmes. À cause de tout cela, ces événements continuent à se produire et les hommes n'ont pas peur des conséquences. Des activistes se battaient déjà pour leurs droits sous Omar el-Béchir. Emprisonné à plusieurs reprises, Issane Faguiri reçoit aujourd'hui un prix pour son action. Pour elle, le Premier ministre ne va pas assez loin. Cela ne suffit pas de nommer 2 ou 3 femmes dans un gouvernement. À quoi ça sert? Il faut des femmes activistes qui connaissent les problèmes que rencontrent les femmes. Issane Faguiri, comme d'autres, demande plus d'inclusivité au sein du gouvernement et de l'administration. Après une période pleine d'espoir, 2 ans après la Révolution, c'est pour l'instant la déception qui domine. À l'origine de la création de JMA, il y a un constat simple, l'avenir du monde se joue en Afrique et pourtant les premiers concernés semblent peu présents dans le débat public. JMA pour Je m'engage pour l'Afrique, une association cofondée par Amina Zarnouf que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour et merci d'être venu sur notre plateau. Alors JMA que vous avez créé en décembre 2020 avec Ileana Santos signifie Je m'engage pour l'Afrique. JMA c'est quoi ? JMA, c'est le premier incubateur de politique publique à destination des jeunes afro-optimistes. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée des ponts et des liens concrets entre des jeunes qui portent des idées claires, des idées pragmatiques et des recommandations de politique publique et les décideurs, publics ou privés, qui souhaitent justement les entendre. Ça nous permet de recréer un peu de démocratie participative dans tout ça et ça permet aux jeunes de s'investir pleinement dans le futur de leur continent. Alors comment promouvoir justement des jeunes leaders africains au niveau économique, mais aussi et surtout au niveau politique? L'idée principale qu'on porte, c'est une idée de pédagogie. C'est le fait de se dire qu'on a besoin de se saisir de la façon dont on construit nos budgets, dont on construit nos villes, dont on construit nos politiques publiques pour être en mesure d'agir dessus. Tant qu'on n'a pas cette pédagogie-là où on apprend aux jeunes qu'est-ce que la politique publique, on ne sera pas en mesure de les informer davantage et surtout pas de les incentiver à aller s'engager politiquement ou en tout cas de s'engager dans l'espace civique. Et c'est pour ça qu'on a créé JMA. L'idée, c'est de créer des jeunes leaders qui sont conscients de comment fonctionne la politique publique. Votre credo d'ailleurs, c'est l'afro-optimisme n'est pas un label, un concept, une tendance, c'est un verbe d'action.
Absolument. Pour nous, c'est un verbe d'action et un credo de rassemblement aussi. L'afro-optimisme n'a pas à être naïf, il n'a pas à être juste un espèce de mot-clé qu'on utilise et qu'on entend partout. Pour nous, c'est vraiment un terme qui rassemble absolument tout le monde, qui a une volonté positive pour l'Afrique et qui, plus que ça, a une volonté d'agir positivement pour l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on rassemble des jeunes de la diaspora, des jeunes afrodescendants, des jeunes qui n'ont pas de lien avec l'Afrique, mais qui veulent juste agir concrètement. Et c'est ça l'afro-optimisme. Je crois qu'il y a aussi une volonté de lutter contre les narratifs concernant le continent, en finir avec l'image misérabiliste qui est souvent véhiculée par certains médias. Absolument, et c'est le fait de se dire qu'on est capable de promouvoir une Afrique qui nous ressemble, et qui ressemble à l'avenir qu'elle mérite en tout cas, et qui a un avenir qui est certes lumineux, certes plein d'obstacles potentiels, mais qu'on peut en tout cas tenir si on arrive à en parler autrement. Et c'est ça aussi notre mission principale, c'est qu'on puisse parler de l'Afrique autrement. Alors, le 18 mai a lieu le sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Emmanuel Macron a convié des dirigeants du continent. Il sera notamment question de la dette, un sujet épineux que vous abordez dans votre livre blanc nommé Contresens. Qu'est-ce que vous préconisez ? On n'est ni économiste ni politologue, donc on n'a pas volonté ou en tout cas velléité à venir régler un problème ou un conundrum qui pose cette question à absolument tout le monde depuis plusieurs années. Cela étant dit, on est citoyens engagés. Et nous, le plus gros contresens qu'on voit aujourd'hui, c'est de n'avoir pas invité la société civile et les jeunes à réfléchir à cette question de la dette et comment sortir de la dette. La dette n'est ni le problème ou le monopole de l'Afrique uniquement. Ce n'est pas un concept absolument impossible à comprendre. La dette, c'est un concept qu'il va falloir qu'on comprenne tous ensemble. Et tant qu'on n'invite pas les jeunes et la société civile à le faire, on ne réglera pas ce problème. Il y a d'ailleurs un certain mythe d'une Afrique surendettée, ce qui n'est pas forcément vrai structurellement parlant. C'est ni vrai structurellement parlant, ni bénéfique au niveau de les perceptions. Plus on va parler de l'Afrique comme un continent qui est de toute façon voué à rester dans sa situation de surendettement permanent, moins on va créer de la confiance, ou en tout cas de l'espoir auprès des jeunes et de la société civile pour croire en leurs dirigeants, croire au futur de leur pays et vouloir s'investir dedans. On crée en fait cette espèce de défaut de confiance et on crée un cercle vicieux qui ne nous mène à rien. Plus on va parler de façon alarmiste de la dette, moins on sera capable de la régler. Alors, comment établir un cadre de financement plus assaini et équitable entre les deux rives de la Méditerranée ? Il va falloir qu'on pense diversification de revenus. Il va falloir qu'on pense indépendance justement dans cette diversification de revenus, qu'on aille chercher d'autres alternatives, d'autres leviers pour pouvoir financer nos économies durablement. Et c'est ça aussi qu'on traite dans Contresens. On traite de l'impact des transferts de fonds de la diaspora. On va traiter également de l'aide au développement, comment la repenser, comment la rendre plus efficiente. On va penser aussi à l'investissement impact et à l'investissement impact local. Mais surtout, on va penser à comment intégrer la société civile dans la réflexion quand on construit un budget, comment est-ce qu'on fait pour mettre la société civile au cœur. Et ça, pour nous, c'est absolument essentiel. Quand on passera d'une situation où on réfléchit par les moyens à une situation où on réfléchit par les objectifs, on aura gagné une partie de la bataille. Dernière question, comment est-ce que vous voyez le futur des relations entre le continent africain et la France ? Qu'est-ce qui doit changer ? Pour nous, il y a une histoire de posture qui doit changer principalement. Et là, je m'exprime à titre personnel. On aimerait voir justement le continent africain être traité comme un partenaire commercial au même titre et à juste titre que ses autres homologues ou d'autres continents. On aimerait voir une relation d'égal à égal être construite, qu'on puisse montrer et prouver encore une fois à juste titre que l'Afrique a beaucoup à donner, que l'Afrique est aussi... avec beaucoup de diversité, des talents, 54 que c'est 54 pays, que c'est autant de régions, d'ethnicités, de différences, d'expertise et de savoir-faire qu'on ne trouve justement qu'en Afrique du fait de la résilience du continent et de certaines régions face à des crises sanitaires par exemple, face à des enjeux agricoles, à des enjeux techniques, à des enjeux d'innovation. Il est clair qu'on a beaucoup à apprendre du continent. On aimerait juste qu'on puisse le montrer davantage. Merci Amina Zarnouf, une afro-optimiste convaincue Absolument. Et active. Merci d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. Merci. Et justement, on va voir que le cinéma est un secteur porteur d'avenir. Au Cameroun, le 7e art entend bien se développer au-delà des frontières du pays et il peut compter sur de nouvelles plateformes de distribution telles Netflix qui multiplient les investissements sur le continent. Reportage de Tony Menga, Regina Sondo et Luc Armel-Ngo. Action. Scène de tournage dans ce quartier populaire de Douala, d'un film portant sur la délinquance juvénile, un phénomène social bien connu au Cameroun.
Penjo, le producteur, exerce cette activité depuis une décennie. Ces 5 dernières années, il a vu qu'Hollywood et l'industrie cinématographique camerounaise prendre son envol. Beaucoup de choses ont changé, non seulement en ce qui concerne les acteurs, mais aussi en ce qui concerne l'équipement que nous utilisons et la qualité de l'image. Avant, nous tournions en HD, mais maintenant, nous tournons en 4K et plus. Des progrès qui ont permis aux films et aux producteurs camerounais d'acquérir une notoriété internationale. C'est le cas pour Derek Mussing. Son film Thérapie est le tout premier film camerounais disponible sur la célèbre plateforme Netflix. C'est un coup de pouce pour l'ensemble de l'industrie cinématographique camerounaise, parce que la plupart des producteurs qui voulaient produire des films ont tout arrêté. Mais aujourd'hui, en voyant notre succès, ils sont en train de se préparer pour pouvoir un jour arriver eux aussi sur Netflix. À la nuit tombée, dans ce restaurant d'un quartier huppé de Douala, ces cinéphiles sont venus assister à la première du film Thérapie, un film tourné en 2019 qui traite de la stérilité masculine, un sujet encore tabou en Afrique. C'est cet homme qui a eu l'idée de cette rencontre. Alain Menguet est l'un des acteurs du film. Avec Netflix, il est désormais convaincu des opportunités qu'offre l'industrie cinématographique camerounaise. Je dirais à tous les jeunes qui viennent qu'on peut y arriver. Je serai franc avec vous, il y a tellement de camarades que j'estime qui auraient été de merveilleux acteurs, mais qui ont refusé de rejoindre l'industrie parce qu'ils cherchaient d'autres moyens de vivre. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre du cinéma et on voit beaucoup plus de talents venir. Hollywood a déjà réussi à produire plus de 300 films depuis 2008. Plus d'une décennie plus tard, les perspectives de l'industrie sont encore plus prometteuses en raison des opportunités offertes par Netflix. L'espoir est que la plateforme continue à capter du contenu camerounais. C'est la fin d'Afrique Hebdo. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ce programme vous a été présenté par Connect, la super solution Internet en haut débit fixe par satellite. C'est super simple, super rapide et super partout. Connect, c'est super, non ? Banditisme, criminalité, réchauffement climatique et défaillance étatique. Madagascar est enseveli sous le sable et la famine. S'il n'y avait pas de cricket, nous serions tous morts. Il y a la sécheresse, il y a l'insécurité. On est en train de faire face à des situations très compliquées. On est tous affectés. Partez à la rencontre de ces villageois qui fuient leur région pour survivre. Reporter à Madagascar, à voir sur France 24 et france24.com.